Aussi, bon, on voit bien que tous les exemples sont différents, mais là, c'est dans l'actualité, Israël et l'Iran, puisqu'on voit qu'il y a une certaine montée de la rhétorique de part et d'autre. Côté israélien, on dit l'Iran, c'est l'Allemagne de 1939. Ouais. Côté iranien, on dit cet État ne devrait pas exister. Voilà, ça monte. Et en même temps, on dit, mais au fond, les Juifs et les Perses n'ont pas de conflit. Absolument, oui. Moi, il y a deux choses qui me frappent beaucoup dans cette rivalité, si vous voulez, qui se construit chacun de son côté par un argumentaire que je trouve aussi fallacieux dans un cas que dans l'autre. Le cas de l'Iran est très intéressant parce que c'est un pays qui est moins islamiste que l'Arabie Saoudite ou que le Pakistan, qui a produit moins de terroristes que ces deux charmants pays, qui est moins nucléaire et proliférant que le Pakistan, et qui pourtant est considéré comme l'ennemi. Donc il y a eu un processus de choix et de sélection. Si on y réfléchit bien, on aurait plus intérêt à empêcher les prédicateurs salafistes d'arriver d'Arabie Saoudite que de s'occuper des Iraniens. Et dans le cas de la construction intellectuelle d'Ahmadinejad, ils souffrent de cette illégitimité que sont les chiites, qui veulent absolument prendre le leadership de leur monde arabo-musulman, et donc se capter, si vous voulez, la dénonciation d'Israël. Bon. Ils en sont beaucoup revenus sur le sujet, parce qu'ils ont eu d'autres problèmes. Mais en l'espèce, on voit bien qu'on a des constructions idéologiques dans les deux cas. Moi, j'ai volontairement rapproché les grandes idéologies laïques du XXe siècle des grandes idéologies extrémistes religieuses aujourd'hui. Parce que dans les deux cas, ce n'est pas un processus politique. On refuse à l'autre le droit d'exister. Mais très bien, mais dans ces cas-là, si on suit votre raisonnement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, sous prétexte qu'effectivement, on a laissé faire la bombe pakistanaise et que on est censé être les alliés du Pakistan, on laisse les Iraniens acquérir la bombe? Ah, écoutez, sur le cas de l'Iran, moi Comment est-ce qu'on passe de la géopolitique à la politique? Oui, je comprends. Moi, je suis frappé par deux choses quand on parle du cas de l'Iran. D'abord, c'est un pays qui, depuis 60 ans maintenant, ne cesse d'avoir des ingérences extérieures parce qu'il a du pétrole. C'est un malheur, vous savez, c'est le malheur pétrolier. Et quand vous avez eu un pays qui s'est vu imposer un coup d'État par la CIA en 1953, ensuite 25 ans de dictature du Shah avec une police politique qui s'appelait la SAVAK, avec ensuite une révolution islamique qui va être immédiatement l'objet d'une attaque par l'Irak, soutenue par l'ensemble des puissances occidentales, comment voulez-vous arriver à convaincre un homme d'État iranien qu'il ne doit pas se procurer la bombe? Vous voyez ce que je veux dire? Shirin Ebadi, à un moment, utilisait un terme que je trouve très intéressant. Elle disait, c'est le syndrome de Frankenstein. C'est-à-dire qu'on a construit un monstre, et la réaction nationaliste des Iraniens, c'est de dire, maintenant, notre sécurité, c'est nous. Alors maintenant, il faut effectivement, si on continue à diaboliser l'Iran, on va renforcer cette tendance. On va la renforcer. C'est intéressant de se mettre à la place de l'acteur qui est en face. Ouais. Pour autant, j'ai senti dans la thèse du livre peut-être parfois une tendance au relativisme. C'est-à-dire, c'est vrai que vous dites, sous prétexte que vous dites que les démocraties, au fond, font aussi la guerre, sont aussi de mauvaise foi, mentent, voire l'affaire dont on a parlé au début, colonisent, etc. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut renvoyer dos à dos démocratie et dictature, non? Non, le seul espoir que j'ai, c'est qu'effectivement, dans les démocraties, le débat étant ouvert, il y a un moment où, effectivement, la dénonciation du processus va être importante. Rappelez-vous les débats sur le clash des civilisations, par exemple. C'était l'exemple même d'une espèce de production intellectuelle qui s'est faite aux États-Unis, dans cette époque, justement, où on se cherchait un ennemi, puisqu'on était dans l'entre-deux de 91, la disparition de l'URSS, et pas encore le 11 septembre. Et donc, on avait produit ce concept qui a été vendu par les Américains, parce que venant des États-Unis, ça devait être bien, traduit dans 32 langues. Et donc, on ne pouvait pas débattre d'autres termes que ceux qui avaient été posés par le livre de Huntington. Donc, on était dans une logique où on s'est dit, ben après tout, si les États-Unis le disent, c'est qu'il doit y avoir du vrai. Or, c'était un processus qu'il fallait démonter. Il n'y a pas de guerre des civilisations. Il n'y a pas de guerre des civilisations. Les Saoudiens détestent beaucoup plus les Iraniens que probablement les Israéliens. Vous voyez, on est dans cette situation. Syrie. Parce que la Syrie, je veux dire, quand vous voyez les faits, c'est assez impressionnant. La Syrie a été l'ennemi numéro 1 d'Israël dans la région. Tout le temps en prenant des positions, apparemment soutien à l'Iran, soutien au Hezbollah. Et après, quand on regarde les faits, jamais la Syrie n'est intervenue militairement ou politiquement en prenant une décision contre Israël. C'est-à-dire qu'en fait, ils parlent contre et ne font rien contre. Et on s'aperçoit, en termes de politique stricte, que c'est l'ennemi utile. C'est-à-dire que la présence de la Syrie, de l'Iran et du Hezbollah qui a résisté a été pour Israël un des meilleurs moyens de justifier sa politique régionale en disant nous sommes sous la pression de ces ennemis-là. La fabrication de l'ennemi qui est sous-titré « Comment tuer avec sa conscience pour soi ». Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Il semble que si les hommes ne peuvent pas vivre sans amis, les États, eux, ont du mal, enfin souvent,
à vivre sans ennemis. Quand ils n'en ont pas, c'est la thèse de votre livre, ils s'en fabriquent. Alors, on va prendre des exemples parce qu'évidemment on pense immédiatement à ce chef-d'œuvre de fabrication de l'ennemi, avec fabrication même de preuves, avec montage, mensonge qui est Bush et Saddam Hussein. Oui, il y a effectivement... Ça c'est le cas d'école. Ben, celui-là est d'autant plus intéressant que c'est quand même la plus grande démocratie du monde. C'est-à-dire que là, en l'espèce, on a eu le déploiement de tout ce qu'on pourrait imaginer impensable dans une grande démocratie, qui a été le mensonge institutionnalisé. Mais en même temps, quand on repense à des exemples, soit qu'on regarde des exemples étrangers, soit qu'on regarde à notre propre histoire, on s'aperçoit quand même que des mécanismes de même nature continuent à fonctionner à la surface de la planète, ou que nous-mêmes, nous y sommes beaucoup prêtés. Repensez à la préparation de la guerre de 14, c'est-à-dire à la façon dont on devait partir la fleur au fusil pour aller exterminer l'ennemi héréditaire avec lequel, aujourd'hui, on s'est réconcilié. C'est donc qu'il y avait un processus politique, sociologique, parfaitement construit.